Bonjour, docteur Ménasri. Donc, on va parler de gestion des anticoagulants opératoires, qui est un défi quotidien. Notre objectif est d'équilibrer le risque thrombotique du patient et le risque hémorragique de l'intervention. L'approche standard se fait en trois étapes. La première étape consiste à évaluer si l'interruption de l'anticoagulation est réellement nécessaire pour l'acte prévu. Deuxièmement, nous identifions précisément la molécule utilisée par le patient. La gestion est radicalement différente selon qu'il s'agit d'un AOD ou d'un Avica ou d'héparine. Et troisièmement, la planification d'une reprise sécurisée de l'anticoagulation afin d'éviter tout événement indésirable après la chirurgie. Cette présentation s'appuie sur les dernières recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation 2024 et des protocoles pratiques. Nous allons voir comment sécuriser nos blocs opératoires, que ce soit en chirurgie programmée ou en urgence. Parlons d'abord des seuils de sécurité. Donc, le premier point fondamental concerne le seuil de sécurité hémostatique. Pour les AOD dabigatran, rivaroxaban, apixaban, le seuil est de 30 nanogrammes par millilitre. Pour les gestes à haut risque comme la neurochirurgie ou l'anesthésie neuroaxiale, est de 50 nanogrammes par millilitre pour la chirurgie générale. Les AVK, nous visons un INR inférieur à 1,2. Pour les HBPM et le Fondaparinux, une activité anti-10A inférieure à 0,1 unité par millilitre. En situation d'urgence, lorsque le traitement anticoagulant du patient est inconnu, la priorité est d'identifier rapidement la molécule en cause à partir d'un bilan biologique standardisé. Ce bilan repose sur le TPINR, le TCA, le taux de thrombine et l'activité anti-10A. Donc l'interprétation a permis souvent d'orienter le diagnostic. L'élévation d'INR évoque un AVK, le TCA allongé suggère un HNF, une activité anti-10A élevée oriente vers une HBPM ou un AOD anti-10A. Donc notez le taux de thrombine allongé qui est évocateur du dabigatran. Pour les héparines classiques et le Fondaparinux, donc la gestion est pour les HNF un arrêt 4 à 6 heures en EV ou 12 heures en sous-cutané. Son antidote est le sulfate de protamine administré selon protocole. Les HVPM doivent être arrêtés 24 heures en curatif et 12 heures en prophylactique. La protamine neutralise totalement l'activité anti-2A, mais seulement partiellement l'activité anti-10A. Donc une neutralisation de 50 à 60%. Pour le Fondaparinux, qui a une activité anti-10A, il impose des délais plus longs, jusqu'à 72 heures en curatif et 36 heures en préventif. Il ne dispose d'aucun antidote spécifique. Parlons des antivitamines K, tels que la varfarine et Préviscan. Donc, en chirurgie programmée, les AVK sont arrêtés 5 jours avant l'intervention. Pour les AVK à demi-vie courte, tels que le Syntran, un arrêt de 3 jours est suffisant. Un relais par l'héparine est indiqué uniquement chez les patients à haut risque thrombotique, comme les patients porteurs de valves mécaniques ou ayant une maladie thromboembolique récente. L'objectif est un INR inférieur à 1,2 pour un geste neuroaxial et inférieur à 1,5 pour une chirurgie standard. En situation d'urgence, la réversion repose sur l'administration de complexes prothrombiniques concentrés, 25 unités par kilo, et de vitamine K, 5 mg en EV, avec un contrôle rapide de l'INR, 30 minutes après. On va voir après les AOD, les anticoagulants oraux directs. Ils ne nécessitent pas de relais systématique. Les anti-10A comme l'apixaban ou le rivaroxaban
sont arrêtés 3 jours avant, tandis que le dabigatran nécessite un arrêt plus lent selon la fonction rénale. 4 jours, c'est la clairance supérieure à 50, ou 5 jours, c'est la clairance est entre 30 et 50. Inférieur à 30, il est contre-indiqué. Une reprise post-opératoire à H6 ou entre 24 et 48 heures selon le risque hémorragique. En situation d'urgence ou d'hémorragie, le dabigatran dispose d'un antidote qui est l'idarosuzumab, efficace en quelques minutes. À noter qu'il y a un effet rebond qui a été signalé, d'où un contrôle dosage à refaire entre H12 et H24. Pour les AOD anti-10A, l'antidote andexanate alpha non disponible en France et dans ces situations une administration de CCP entre 25 et 50 unités par kilo ou de FEBA en cas de résistance. D'autres mesures complémentaires peuvent être envisagées comme le charbon actif si la prise en charge est récente, moins de 6 heures, administration de charbon 1 g kg ou la dialyse qui est très efficace en cas de dabigatran. Parlant de relais, le relais n'est pas systématique. Il est inutile chez les patients en fibrillation atriale non compliquée ou en maladie thromboembolique veineuse ancienne. En revanche, il est obligatoire chez les patients porteurs de valves mécaniques et discuté au cas par cas pour les situations à très haut risque. En situation d'urgence, il faut garder à l'esprit que l'anesthésie neuroaxiale est contre-indiquée si les seuils de sécurité ne sont pas respectés. L'administration de CCP ne permet pas d'autoriser un geste neuroaxial chez les patients sous AUD puisqu'il ne s'agit pas d'antagonisation, mais d'amélioration de l'hémostase globale par d'autres voies. En cas de fracture de l'extrémité supérieure du fémur, la chirurgie ne doit pas être retardée au-delà de 48 heures. La correction de l'hémostase doit être rapide et ciblée. Enfin, les indications de l'acide tranexamique ne sont pas modifiées par la présence d'un anticoagulant. Pour conclure, il faut dire que la gestion des anticoagulants repose sur une évaluation rigoureuse, une connaissance précise des molécules et une coordination étroite entre anesthésistes, chirurgiens et biologistes. Une approche raisonnée permet de limiter à la fois le risque hémorragique et thrombotique. Je vous remercie.